Bonsoir, bonsoir les amis, Otep, Aïe Bobo, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, comme je vous avais promis, nous avons commencé un peu plus qu'à 17h, mais l'idéal aurait été de commencer à 17h. Je suis en compagnie du cousin Elmoncio. Bonsoir Elmoncio. Oui, salut cousin, salut tout le monde. Je suis très heureux de me retrouver là. C'est une surprise quand même, hein? Parce que là, quand on fait les lives, là, c'est croisé sur cette histoire artificielle là. Mais là, je suis venu tapoter les épaules de mon cousin là. Bon, on est là, quoi. Mais le cousin, après, je vais me plaindre, hein, du coup, on va régler ça. Là, je vous dis Otep à vous tous, Elmoncio Godson. Je suis très heureux de me retrouver avec mon cousin et naturellement avec Pierre Nilon. Le cousin. Le cousin Pierre Nilon également. Le cousin d'Amérique. Là, c'est une surprise, hein. Quand on se retrouve comme ça, c'est extraordinaire et moi, ça me fait chaud au cœur. C'est ça. Merci. Alors, je vois que vous êtes nombreux là. Je vais passer la parole à Pierre Nilon qui vous dise bonjour. Je reviens sur le titre et l'idée de cet petit échange que nous avons, qui sera très bref, hein, rassurez-vous. On ne va pas vous maintenir longtemps. Bonsoir, professeur. Pierre Nilon. Bonsoir. Donc, je ne suis pas seulement professeur, je suis aussi élève. Donc, voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir Jules, bonsoir Elmoncio. Merci. Donc, je suis heureux d'être là avec mes frères pour partager un petit moment en famille. Bien sûr. Voilà. Alors, je vais avoir la lourde de charge de faire une petite introduction avant de laisser la parole à vos deux frères. Pour que vous compreniez un peu de quoi est-ce qu'il est question. J'espère que je me fais entendre parce que j'ai tout fait pour que ma voix revienne un tout petit peu. Ce n'est pas la voix du gueulard là, mais bon, elle est encore là quand même, j'espère. Donc, le titre du live, c'est comment retrouver qui nous sommes à travers notre histoire et à travers nos traditions. Pourquoi j'ai précisé ça? Le professeur Pierre Nilon, c'est un frère que je suis depuis très longtemps. Quand il avait commencé, dès ses débuts, ses premiers livres, ses toutes premières interventions, j'ai suivi du début à la fin. Et il n'y a jamais eu quelque chose qui m'ait amené à faire ma langue de vipère. Pardonnez-moi de dire ça comme ça parce que vous pouvez excuse-moi, tu sais très bien que c'est comme ça que les gens me traitent. En fait, j'ai un souci. Le souci, c'était quoi? C'était avec moi-même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais petit, je mentais. Mais je mentais pas spécialement pour me valoriser. Non. Je mentais pour cacher les gens et pour protéger les gens. Et je me retrouvais avec mal au ventre. À tel point que quand je mentais, c'était encore pire que il aurait été mieux que je me taise. Parce que tout de suite, on se rendait compte que je mentais en fait. Ma mère me disait souvent, viens t'asseoir, viens me dire, ça va te libérer. viens me dire, ça va te libérer. Et je me l'avais dit, mais non, j'ai rien là. Tu vois, mais ils savent, il y a des gens qui n'ont pas cette nature. Et je me suis rendu compte que le langage, le fait d'être léger, franc, direct, transparent dans son langage, tu n'as aucun poids en fait. Ce qui se passe, c'est que le professeur Pierre Nilon, à travers le vécu de ses productions, j'ai compris qui il était. Avant qu'on ne se voie, j'ai compris qui il était. Le cousin aussi. Le cousin aussi, c'est une autre histoire. On va régler le problème après, hors caméra. Lui, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas possible que ce jeune homme-là, ce monsieur-là, cette tête-là, ne soit pas le produit, pardonnez-moi d'utiliser cette expression-là, ce n'est pas une marchandise, le produit à promouvoir parce qu'il y a quelque chose à faire avec ce qu'il fait et ce que Pierre Nilon fait.
la première des choses qui m'était venue à l'esprit, je pensais à Pierre Nilon, mais je pensais à notre cousin Jean-Charles Gomez. Et j'avais dit, si je me rappelle, que jumeler ce qu'ils font, ça va donner quelque chose de magique. Que ce soit avec Gomez, que ce soit avec le professeur Pierre Nilon, que ce soit avec Omotunde, que ce soit avec notre doyen, le doyen, oh là là, le doyen, le professeur Obenga, pardon. Donc, toutes ces perceptions-là m'étaient arrivées comme ça, parce que eux, ils ont leur, on appelle ça, leurs esprits. Mais c'est toujours les autres qui te voient. Lui, il me voit. Le professeur me voit, mais moi, je ne me vois pas. Donc, lui, quand il va me voir, il va savoir avec qui je peux être compatible. Et comment est-ce qu'on peut jumeler? Lui, il sait déjà que Jules Ngan, c'est quelqu'un que il faut vraiment se lever le matin pour maîtriser. Il a compris ça, il a dit, on va faire avec. Un exemple. Et il m'a répété ça 4-5 fois, il croit que je n'ai pas compris, qu'il me parle sérieusement. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc, il y a des choses comme ça qu'on fait, en fait, qui fait que dans notre structure organisationnelle, entre nos professeurs aussi, parce que c'est aussi un professeur, mais qui a une spécificité dans la plongée en immersion dans nos traditions. Il y a un jumelage à faire qui pourra nous aider à avoir cette base dont on manque tant. Lui, il y a quelqu'un derrière vous qu'on ne voit pas, et Sono, qui est avec nous, bonsoir, merci, qui disait que ils peuvent amener ce qu'on appelle un vaccin anti-Jésus. C'est un avis de langage, hein. C'est un avis de langage. Mais c'est pour dire qu'au niveau religieux, au niveau de nos croyances, ils peuvent nous aider à sortir de ce paradigme-là. Une fois sorti de là, on pourra, à partir de là, comme on sera orphelin, chercher à quoi s'attacher, et c'est peut-être par là qu'on va pouvoir retrouver qui nous sommes. C'est par rapport à ça que je vous présente ces deux. C'est une équipe, en fait. C'est une équipe constituée. Voilà. Donc, je vais donner la parole à qui le souhaite. Je pense que le cousin Godson, il voulait rebondir sur pas mal de choses, mais si le professeur Pierre Nilon souhaite prendre la parole avant, ce sera avec plaisir. Bon, on fait comment on est en famille, il commence, il y a quelque chose à dire. La conversation. Voilà. Bien, déjà, je remercie beaucoup le cousin Jules Ngan pour avoir fait cette introduction pleine d'émotions, parce qu'effectivement, nous avons tendance à, même si c'est ce que nous disons souvent le contraire, hein, que le hasard n'existe pas, nous fonctionnons souvent dans notre vécu quotidien comme si le hasard existait. Et donc, il y a des fois des rencontres qui surviennent comme ça et on ne fait pas attention. Mais lorsqu'on est connecté aux ancêtres, on se rend compte qu'il y a une voie qui a déjà été tracée, que des gens ont été appelés à se rencontrer forcément. Et quand on fait attention, quand on lit les signes, on voit que certaines choses sont anormales et par conséquent, elles doivent être prises en compte dans un système suffisamment normalisé, mais qui est totalement déréglé. Vous savez, l'anomalie peut être une révélation. Et donc, à partir du moment où Jules Ngan voit et que le cousin Pierre Nilon a vu et que j'ai vu, je pense qu'il n'y avait plus du tout d'excuses qu'on ne se voie donc pas. Et donc, on va d'abord, avant toute chose, honorer les ancêtres, les remercier pour leur guidance permanente. D'ailleurs, on ne peut pas éviter les ancêtres puisqu'ils sont avec nous tout le temps. Et on les remercie pour ce qu'ils font déjà. Et nous serons toujours disponibles dans notre esprit et dans notre âme à recevoir les messages qui viennent et à honorer la mission pour laquelle chacun d'entre nous constitue ce que j'appelle souvent un morceau du corps d'Osiris. Vous savez,
La tradition, la tradition ancestrale est faite de spiritualité et de science. Nous, nos ancêtres n'étaient pas dans la croyance. On nous a importé la croyance parce que quand on dit à quelqu'un d'aller dans la croyance, c'est qu'on le coupe d'abord de la nature. Nos ancêtres travaillaient sur les principes premiers de la nature et ils en avaient le nom secret, le code secret. Ça, c'est très important à comprendre. Quand vous prenez la légende d'aujourd'hui de la déesse Isis, qui va jusqu'à, à travers un certain nombre de cinématiques légendaires, demander au dieu Ré de lui révéler son nom premier, ça veut dire que la science de la Eka est une science qui nous connecte directement, n'est-ce pas, à la connaissance des noms premiers des choses. Donc, nos ancêtres connaissaient comment nommer les choses. Parce que si tu ne sais pas nommer les choses, tu ne peux pas appeler les choses. Mais pour nommer les choses, il faut savoir communier et communiquer avec les choses. Il faut savoir entrer dans la spiritualité des choses. Or, la nature possède les mêmes principes en science qu'en spiritualité. La science ne peut pas dire qu'elle exécute ses prouesses en dehors de la nature. Et la spiritualité également, elle se déroule à l'intérieur de la matrice de Isis, donc de la nature. Donc, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons à nous réveiller pour amener et la science et la spiritualité ancestrale à travailler de concert, à accompagner les frères. Je reviens donc au fait que nous sommes tous des morceaux du corps d'Osiris. C'est très important. On oublie cela. Et nous, les Africains, généralement, on a été trop occidentalisés et donc on veut travailler chacun de son côté. Lorsque l'autre apporte quelque chose, on voit tout de suite de la critique, on veut tout de suite montrer qu'on est plus connaisseur que lui. Et ça, c'est, excusez-moi, c'est de la bêtise. Bon, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche, je suis naturellement comme ça. Tu as bien raison. Oui, c'est de la bêtise, c'est une preuve flagrante d'ignorance. Et ça, on a dans toute notre spiritualité les légendes qui réprouvent ce genre de comportement. Et donc, il est important aujourd'hui qu'on comprenne qu'il n'y aura jamais deux morceaux identiques du corps d'Osiris. D'ailleurs, cette légende montre tout simplement que chacun étant différent, constituant la diversité de l'englobant tout, nous avons chacun un rôle, une mission à jouer qui sera toujours différente de la mission de l'autre, mais qui sera toujours complémentaire à ce que l'autre fait. Si on n'a pas l'intelligence de faire cette lecture, alors on n'est pas dans la spiritualité ancestrale. On n'est pas dans l'esprit fondateur de la spiritualité ancestrale. On n'est pas autochtone. On est dessouché, on est déréglé, on est con, on est bête. Je pense que les Africains doivent aujourd'hui se poser la question, quelle est l'identité spirituelle de leur énergie première? Et quand on ne trouve pas cette identité, on peut se comporter comme les autres, tout en accusant les autres de leucoderme, alors qu'on a un esprit soi-même complètement leucodermisé. Et on a les caractères secondaires des leucodermes, on se comporte comme eux. Dans l'impérialisme, on s'approprie des connaissances qui ne nous appartiennent pas, alors que nous sommes juste des canaux de ces connaissances et de pouvoir avancer en toute humilité. Donc, je crois que quelque part, on doit faire cette analyse introspective pour pouvoir se dire, est-ce que nous sommes vraiment en train d'écouter les ancêtres? Est-ce que nous sommes sur leur chemin? Est-ce que nous sommes en train de faire ce que les ancêtres nous demandent de faire? Donc, chacun doit aujourd'hui se dire que le mystère d'Osiris et donc la réunification donc, du corps d'Osiris par Isis, c'est-à-dire qui est le principe fondateur même de la Eka, puisque la Eka, c'est l'art de relier les disparités en une unité sympathique. Et donc, on fait en ce moment de la magie. Parce que vous avez dans le mot, on va y revenir tout à l'heure, l'explication même est contenue dans le mot que nous utilisons en égyptien. Donc, pour dire que lorsque je rencontre aujourd'hui mon cousin Pierre Nilon, je ne le rencontre pas que lui, je rencontre les ancêtres. Vous voyez, c'est comme ça que nous devons réfléchir. Je rencontre les ancêtres parce que
il n'y a pas lui seul, il n'y a même pas lui qui ait pu décider de cette rencontre. Cette rencontre a été décidée. Et donc, et lui, il a répondu comme j'ai répondu. Et je pense qu'en écoutant les ancêtres, il n'y a pas possibilité de faire des erreurs. Au contraire, on ira toujours vers la science que nos ancêtres ont toujours respectée, celle de la spiritualité, de la science de la nature. En fait, je vais m'arrêter là, en laissant également la parole à Pierre pour pouvoir placer un mot. Je suis en parfaite adéquation avec ce que tu viens de dire. Et c'est vrai, il faut commencer toujours par rendre hommage aux ancêtres. Et c'est vrai que depuis longtemps, j'ai toujours dit, il faut que tous les chercheurs de la communauté, les gens de bonne volonté, malgré nos divergences, qu'on puisse travailler ensemble. Vous savez, il faut pas aller loin. Dans notre mythologie, il y a Seth qui est censé représenter le mal. Je l'appelle souvent le mal utile, contrairement à Apophis qui est le mal absolu. Et Seth va se battre contre Osiris, contre Horus. Il va aller jusqu'à tuer Osiris en petits morceaux. Tout ça, c'est symbolique. Hein? Donc, il ne faut pas penser qu'il y a un frère physique qui a découpé son frère. C'est comme dit mon frère. Derrière ça, il faut chercher le principe. Il faut se dire qu'est-ce que les ancêtres ont voulu nous enseigner par là. Un peu comme Maître Corbeau perché sur un arbre tenait dans son bec un fromage. Ben, personne n'a jamais vu un corbeau avec un fromage dans le bec. Déjà, ça ne rentrera pas dans son bec. Donc, voilà. Donc, il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'on a voulu nous enseigner par là. Donc, Seth, qui représente le mal, va quand même s'associer au bien, c'est-à-dire à Horus, pour combattre l'ennemi de Ra, qui est Apophis. Ça veut dire que quand il y a des intérêts supérieurs en jeu, il faut faire ce que tout le monde fait. Tous ceux qui sont censés de raison, il faut laisser les divergences de côté et il faut travailler pour la cause commune. Donc là, maintenant, l'heure est vraiment grave. Il faut laisser de côté les divergences. Il faut faire comme Seth et se mettre au service de Ra contre Apophis. Donc, j'espère que vous avez compris le message. Et rien n'arrive par hasard. Je tenais aussi à rendre hommage à la sœur Jessica parce que j'ai répondu à son appel, c'est-à-dire que son appel venait des ancêtres. Ce qui m'a amené à rentrer en contact avec le frère. Et on s'aperçoit que tous les trois, nous avons répondu à l'appel, tous les quatre même, à l'appel des ancêtres. Et voilà le résultat. Donc, quand vous mettez d'abord notre vision en avant, comme il a dit, il y a des gens qui ont des problèmes d'ego. Ce n'est pas mon cas. Visiblement, ce n'est pas son cas, ni le cas du frère. Mais quand on se retrouve... Moi aussi, c'est pour ça que je dis, nous sommes des professeurs, mais en même temps, nous sommes des élèves. Donc, il y a toujours des choses à apprendre. Personne n'est supérieur ou inférieur. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser les problèmes d'ego de côté et travailler pour la cause, travailler à voir ce qui nous réunit et c'est aussi ce qui nous sépare et savoir que c'est comme les 5 doigts de la main. Chaque doigt a sa fonction, mais si on tape sur la main, c'est les 5 doigts qui ont mal. Voilà. C'est ça. Voilà. Tu voulais placer quelque chose? Oui, je pense que vous savez ce que Pierre Nilo est en train de dire et l'exemple même qu'il a donné sur cette poésie de fable qui dit Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Ce langage-là, poétique, c'est le langage symbolique. Parce que en réalité, toute cette cinématique légendaire est un cheminement initiatique. Parce que même dans notre tradition, le renard, qui est également une autre expression de celui qui creuse, est toujours également en relation de celui qui a la queue tendue, c'est toujours lié à Seth. Parce que quand on voit l'animal stylisé, l'animal, c'est vrai, c'est important, mais il faut voir surtout la queue, telle que nos ancêtres l'ont toujours représentée. La queue est toujours stylisée, pointée vers le haut à un degré penché ou des fois en perpendiculaire. Ce sont des choses que nous devons lire. On a tellement de choses à faire. Or, ce renard, qui représente également un animal sétien, se trouve en relation avec le corbeau,
qui est gardien de la mémoire. Est-ce que vous voyez? Et donc, si nous nous laissons abuser, pour revenir au combat de Horus et Seth, par exemple, si nous nous laissons abuser, parce que ce qui est important dans l'histoire de Horus et Seth, c'est que à chaque fois, Seth voulait trouver un moyen, c'est une métaphore, une histoire, pour abuser donc de Horus. Mais il n'arrivait pas. Et donc, Horus a toujours eu la victoire sur Seth. Et donc, si on se laisse flatter dans notre ego, vous voyez, c'est ce que j'appelle les flatteries de la tentation. Et on te fait des choses, etc. Mais tu vas laisser tomber ton fromage, qui est le symbole de l'esprit, le symbole d'Osiris. Et bien, naturellement, le renard, il va s'en abreuver. En fait, c'est une histoire qui raconte tout simplement un cheminement initiatique, qui raconte tout simplement la lutte que nous devons mener contre notre propre ego. Et ça, c'est important. Autrement, si on ne réussit pas cette lutte, on sort de la mémoire fondamentale des choses. Et la mémoire des choses, c'est les ancêtres. Aujourd'hui, les ancêtres nous demandent quoi? Les ancêtres représentent quoi? D'où est-ce que les ancêtres même se nourrissent fondamentalement? C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas dissocier, parce que quand on parle des ancêtres, il faut toujours voir également une force chtonienne, c'est-à-dire cette énergie qui nous connecte à l'ensemble de tout et qui préexistait déjà dans le monde. C'est ça qui fait des gens des autochtones, parce qu'ils sont dépositaires de cette énergie de connexion avec la nature et le vivant. Voilà, ils sont en contact avec le vivant. Et ça fait de nous des autochtones, où que tu sois, parce que tu sais te connecter à la nature, tu sais te connecter au principe premier de la nature, tu sais te connecter directement aux entités de la nature. Parce que la nature, notre terre même qui en est une partie, est une expression du être d'Atum, qui montre tout simplement que les divinités sont à l'intérieur de la nature. La terre n'est qu'une représentation de la nature, et même la vraie nature, elle est cachée. Et il faut en connaître les principes. Et les ancêtres, eh bien, sont là. À partir du moment où nous arrivons à rester fidèles à cette mémoire collective, puisque l'énergie chtonienne et l'autochtonie, c'est ça qui garantit donc ce que j'appelle la mémoire collective. Pierre Nilon, je n'ai pas besoin de lui parler. On communique déjà par la force de nos manes ancestrales. Avant même de communiquer, on communie déjà. On se sent. On se vit. Tu connais cette expression que tu dis souvent. On se vit. On se vit tous les jours. Je sens mon frère, je peux le voir. Je peux même le voir en rêve. Parce que c'est ça qui faisait que les tam-tams avaient un sens. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on peut jouer le tam-tam que ça n'a aucun sens. Mais les tam-tams avaient du sens parce qu'il y avait déjà une communion qui existait entre tous les êtres. On sentait ce que ça veut dire. Quand ça joue, on sent. On vit ça. Donc, à partir de ce moment, il est important que nous-mêmes, en tant qu'individus sur le chemin, nous retrouvions notre connexion avec nos ancêtres, avec cette mémoire collective. Et c'est là que les transformations sont possibles. Or, qu'est-ce qui garantit l'originalité, l'authenticité, la pureté, l'innocence de cette mémoire collective? Ce sont les us et coutumes. Ce sont les rituels, ce sont les cérémonies, ce sont les pratiques. Si on ne les fait pas, on n'a rien en commun. Lorsque Pierre Nilon veut organiser peut-être une cérémonie chez lui, cette cérémonie, c'est la même que j'organise ailleurs, selon les mêmes principes. Oui. C'est la même chose que Jungan organise peut-être au village. C'est les mêmes principes. Et donc, on est toujours en mémoire collective. Il n'y a pas de disparité. Et dans cette mémoire, le respect est. Mais il n'y a pas de domination, de manipulation, parce que le vivant ne manipule pas, il ne contrôle pas, ne détruit pas le vivant.
c'est ce que nous enseigne la mémoire des ancêtres. Parce que souvent, quand on dit on honore la mémoire des ancêtres, les gens pensent que et c'est des personnes seulement qu'on honore. Non. Au-delà de ça, c'est une énergie qui nous met tous en communauté, en communion. Et nos ancêtres préexistent toujours dans la dimension de Horus le Grand. Horus, l'ancêtre, qui, depuis le monde soi-disant astral, fait, la guidance du monde dans le monde physique. Nos ancêtres ne font rien qui ne vienne de l'autre côté. C'est pourquoi Osiris est juge des morts. Parce que nos ancêtres ont créé un couloir qui leur permet de passer d'ici à là-bas et de là-bas à ici. La justice était parfaite. L'harmonie était parfaite. Parce que l'harmonie ne dépend pas de ce monde, mais des principes de l'autre monde qui sont enseignés dans ce monde et qui sont vécus à travers des pratiques réelles, scientifiques et spirituelles. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on doit retrouver ces principes-là. On ne peut pas les retrouver en se détruisant entre nous. Je suis venu en famille. Et je suis là en famille. Oui. Lorsque Ken m'a rendu visite, il a fait exactement comme au village. Non, mais c'est sérieux. C'est des choses de rien du tout, mais c'est important, on a perdu la main. Il est venu avec du fruit. Oui, il est venu avec du fruit. Quand on s'est rencontrés la première fois à l'hôtel, c'est moi qui suis venu. Lui, il est dans le pays. Il rend visite à son frère qui est à l'hôtel. Il a apporté du fruit. Mais c'est fondamental. Mais c'est des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Quelqu'un vient chez toi, tu lui donnes du vin à boire, alors que tu dois d'abord lui donner de l'eau pour qu'il bénisse ta maison. Ça ne se fait plus. Donc, quand on dit les ancêtres, c'est ça, les ancêtres. Ils sont dans les pratiques. Ils sont dans la façon d'honorer les énergies de la nature selon la codification propre à la nature elle-même. Mais si on fait de l'égyptologie et on ne connaît pas ces genres de choses et qu'on ne les pratique pas, je pense qu'on ne va pas aider nos frères à sortir de leur déséquilibre énergétique qui font que leurs vies sont toujours conflictuelles. Des gens souffrent, des gens ont des problèmes. Les gens ne savent pas pourquoi certaines maladies viennent à eux. Et c'est à nous de leur dire, voilà ce que nos ancêtres savaient de tout ça. Voilà ce que nos ancêtres nous enseignent. Voilà ce que nous devons faire pour corriger ça. Et c'est ça la communauté. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses et je pense que ça raconte carrément la sentiment de Thierry. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est pourquoi je dis que le hasard n'existe pas. Oui. Quand tu parles de coutumes, des choses, des pratiques qu'on a en commun, c'est tout à fait vrai. Parce que moi, bon, j'ai été aussi élevé à la campagne. Et donc, quand il y avait des cérémonies, j'ai toujours vu, on prenait une bouteille ou les calebasses d'eau, on faisait une libation. Et bon, on sait que le mot nature n'est pas le fait du hasard. Ça vient du mot néter en égyptien. Donc, quand on parle de Madou néter, Médou néter, ça signifie parole, phrase de la nature. Parce que la nature nous parle. Vous voyez l'arbre, c'est pas simplement comme Bolloré fait au Cameroun pour faire du papier. L'arbre vit. Vous savez, il y a la sève, il y a les feuilles, l'arbre vit, l'arbre meurt en automne, l'arbre ressuscite au printemps. Tout ça encore, c'est en rapport avec le mythe d'Osiris végétal. Donc, c'est des choses qui nous amènent très loin. Et donc, quand vous prenez les hiéroglyphes qu'on appelle aussi Médou néter, le symbole de tout ce qui est fête, cérémonie, ce qu'on va appeler Heb ou Hoba en Somalie, ben, c'est encore calebasse d'eau remplie. Donc, il n'y a pas de cérémonie sans ce premier rituel de purification. Et quand vous prenez le mot purifier en égyptien, c'est wab, qui signifie laver. Donc, pour purifier, il faut laver. Donc, chez nous aussi, quand les gens, ils avaient quelque chose, on leur faisait, on leur faisait le bain, un bain rituel pour se purifier. C'était pas comme à l'église où vous allez, vous confessez vos péchés, on vous donne le corps du Christ et vous êtes pur. Ça, c'est rien du tout.
C'est pas comme la justice où on va vous faire un casier judiciaire vierge, vous sortez, vous êtes pur, alors que vous avez du sang sur les mains. Il y avait tout un rituel à ça. Donc, il fallait attendre par rapport, ça se faisait le soir, par rapport à la lune. Il y avait des cérémonies, des bains avec souvent des plantes, des herbes qu'on mettait, parce que ça aussi, ça relève de la nature pour se purifier. Donc, tout ça, c'est des choses qui nous parlent. Donc, c'est pour ça que quand le frère dit qu'on était des gens communiés déjà, ben c'est ça une communauté. On avait ça en commun et jusqu'à maintenant, on l'a. Et c'est à nous de perpétuer la tradition, de transmettre à nos enfants et de leur expliquer. Moi, j'ai vu mes parents faire certaines cérémonies. Bon, c'était comme ça, on allait au village, il y avait un problème. On exposait le problème, on nous disait, tiens, il faut prendre ça, il faut prendre un bain, tant de fois, etc. On le faisait parce que c'est la tradition, c'est nos coutumes. On ne cherchait pas à philosopher là-dessus. On nous disait de faire, on fait. Un peu comme vous allez voir un médecin, vous êtes malade, il vous donne l'ordonnance, vous ne philosophez pas avec, vous vous rendez à la pharmacie, vous prenez le médicament et vous faites suivant la posologie qu'il vous a donnée. Ben, chez nous, c'était pareil. Il y a les tradipatriciens qui connaissent. Bon, on écoute, on obéit. Et plus tard, à force de répéter, en étudiant, quand je suis arrivé justement dans les Médounétaires, Paroles de la nature, j'ai compris que la nature me parlait depuis mon enfance. Et c'est simplement à l'âge adulte, en étudiant, que j'ai pu comprendre exactement la signification de ce que je faisais. Voilà. Et ça, c'est très important. Bon, quand il raconte ce qui se passe, ben là, on a parlé le mot wab, qui, par exemple, en Wolof, en Peul, en Soninké, signifie purifier, laver, verser de l'eau. Ben, le frère a parlé du mot roba. Vous voyez, toujours le même squelette consonantique, puisque, en tant qu'égyptologue, c'est très important. W, B. Après, c'est les voyelles qui changent. Et les consonnes, si vous voulez, c'est l'os, l'ossature, la charpente. Après, ben, la voyelle, c'est la chair. C'est-à-dire, c'est comme les vêtements. Je peux changer de vêtements, mais l'ossature, la carrure reste la même. Et c'est ça qui fait... Quand vous passez quelque part, on peut vous scanner avec ça. On peut vous scanner. Ben, là, la linguistique, c'est pareil. Avec le squelette consonantique, on voit que c'est la même famille. On dit Akwaba. Oui, oui. Akwaba. On dit Akwaba. En fond, enfin, vous venez Akwaba. On vient toujours avec de l'eau. Mais oui. Akwaba, c'est toujours avec de l'eau pour te dire bienvenue. Oui, oui. Toujours. Mais oui, à Croix-Bas, oui. Oui. Et dans la région des Grands Lacs, on m'a dit qu'eux aussi, ils amènent l'eau de la bienvenue. Et ils disent Amanzi, l'eau de la bienvenue. Par exemple, au Rwanda. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Ouais, c'est comme ce qu'il dit est très génial. Donc, en fait, tout est connecté, quoi. Tout est connecté. Tout a toujours été là. Et la linguistique, c'est un peu comme la génétique. C'est-à-dire qu'on a votre ADN, on peut savoir de quelle famille, qui est votre père, votre mère. Ben, les mots que vous prononcez aussi. C'est pour ça que quand on va vous coloniser, on va vous apprendre une langue étrangère. Ça va commencer par là. Quand on étudie une civilisation antique, la première chose que les chercheurs vont faire, déchiffrer la langue. C'est une fois qu'on a déchiffré le cunéiforme que la civilisation de la Mésopotamie est apparue clairement. Une fois qu'on a déchiffré les hiéroglyphes, l'Égypte, et etc. Là, par exemple, on travaille sur l'écriture de Méroé, le méroïtique. Une fois ce sera déchiffré, on pourra apprendre énormément de choses. C'est un peu comme si je trouve une carte bleue, si je n'ai pas le code. Ça ne me sert à rien. Eh bien, la linguistique, c'est pareil. Vous voyez, par exemple, les Européens, pour dire le nom, en français, le nom. Le squelette consonantique, c'est quoi? C'est NM. En anglais, comment on dit? Nem. Même squelette consonantique. Vous allez prendre, par exemple, en grec, nomos, quand on parle de toponyme, toujours le même squelette. Donc, on se dit, ben, ces gens-là, si l'un est blanc, les deux autres sont forcément blancs. Et c'est la vérité. L'anglais, il est blanc, le français est blanc, le grec aussi. Donc, l'Égyptien, pour dire le nom, quand il dit Ren, ben, on s'aperçoit qu'en Yoruba, on dit la même chose, en Chinook, on dit la même chose, en Nuer, on dit la même chose. Or, ces toits-là sont noirs. L'Égyptien est forcément noir. Bon, là, on a dit le mot Wab. Ben, le frère a reconnu un mot de sa langue. Et lui, il est noir. Ben, pourquoi voulez-vous que l'Égyptien soit blanc? Donc, c'est ça la culture. C'est ça qui nous relie. Voilà. C'est très important, la linguistique. C'est la boîte noire d'une civilisation.
Et c'est ça qui nous permet de savoir qui nous sommes, les mots qu'on prononce, les noms qu'on va donner à nos enfants aussi. C'est très important, le nom. Ah oui. D'ailleurs, pour effacer quelqu'un, on efface son nom. Et quand, par exemple, même ici, les criminels ou les gens qui ont collaboré avec la justice ou pour les protéger, qu'est-ce qu'on fait? On change leur nom. On leur donne une nouvelle identité. Les gens qui travaillent pour la CIA, les services secrets, pour les protéger, la première chose, on change leur nom. Voilà. C'est très important. Et dans Racine, on l'a vu avec Kunta Kinte, pourquoi on a voulu changer son nom. Dans l'histoire biblique de Daniel et ses compagnons, quand ils sont arrivés à Babylone, on a encore changé le nom. Abraham, en arrivant en Égypte, on change le nom. Joseph, on change le nom. C'est très important, le nom. Et d'ailleurs aussi, dans la tradition biblique, quand par exemple, je dis bien dans cette légende, quand Dieu a créé, qu'est-ce qu'il fait? Tous les animaux vont défiler devant Adam. Pas pour qu'il les admire, mais pourquoi? Pour qu'il donne des noms. Et oui, et il donna le nom. C'est Bob Dylan le chante, cette chanson, que l'homme a donné des noms aux animaux dès le début, au commencement. Mais c'est très important, le nom, les mots que vous prononcez. Voilà. Oui, vas-y. C'est bizarre aujourd'hui que le Camerounais ne peut pas parler. T'inquiète pas, j'écoute. Non, je pense que ce qui est dit est très important. Il faut dire qu'en métaphysique, le nom, c'est le principe premier d'une chose. C'est pour ça qu'on parle souvent du nom premier. Le logos. Exactement, le nom premier de la chose. Parce que la chose ne peut pas être elle-même tant qu'elle ne possède pas sa première vibration. Sa première vibration par laquelle elle a été nommée, qui l'a fait exister. C'est ce qui constitue son identité. C'est pour ça que le nom est toujours en relation avec l'identité de l'individu. Oui. Maintenant, il y a le nom que l'individu porte extérieurement, mais il y a également le nom de son âme, ou il y a le nom initiatique, qui en fait vient appuyer son identité physique. Donc, logiquement, la langue, c'est parler avec la nature. C'est parler la nature. C'est parler nature. En quelque sorte. Oui, c'est parler nature. Et c'est ce que nos ancêtres avaient fait. C'est ce qui fait d'ailleurs que la langue possède une dimension incantatrice. Vous voyez? C'est-à-dire qu'avec la parole, on peut prononcer et le verbe fait jaillir les effets. Étant donné que les mots utilisés sont connectés à des principes premiers, ces principes ne peuvent que répondre au moment où on les appelle. On appelle ça l'incantation. Tout à fait. Exactement. Donc, ça veut dire que l'incantation, c'est tout simplement le fait de chanter, de vibrer, d'énoncer les noms des choses. Et donc, les noms des choses, on les connaît. Et c'est ça qui fait la force de nos ancêtres. C'est ça qui fait le pouvoir de la transmission dans la mémoire collective. On sait nommer les choses. Et ça, c'est de la science. Parce que si tu sais nommer une chose, tangibiliser la chose et la faire agir, qu'est-ce que la science dit? La science dit, mais ok, tu vois une chose, tu cherches la loi. Si tu peux reproduire la chose, eh bien, la chose observable, c'est scientifique. Tout à fait. Donc, nos ancêtres étaient en mesure de reproduire des choses. Ils étaient des scientifiques parce qu'ils avaient connu la loi et le principe premier de la chose. Et ça, c'est fondamental. Pierre Nilon disait quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est-à-dire que nos ancêtres, quand vous prenez les mots, vous retrouverez toujours dans une des langues africaines, quelles que soient les modifications, une connexion qui permet de comprendre le fait que tout ce que nous voulons, nous sommes en train de faire dans une tradition, n'est pas dissocié d'une autre tradition. Parce qu'en réalité, à part les pratiques qui peuvent changer de forme, les principes demeurent initialement les mêmes. Parce qu'une chose est sûre, quelle que soit la façon dont on va nommer, par exemple, l'élément air, l'élément feu, l'élément terre, l'élément eau dans une région de l'Afrique,
Mais le nom différent qu'on lui donne dans une autre région peut paraître différente dans la prononciation. Mais dans le principe premier qui a intentionné l'utilisation de ce mot, c'est la même chose. Oui. C'est exactement la même chose. Quand on dit Hebieso, par exemple, et qu'ailleurs on l'appelle autrement, le nom qu'on donne est toujours en relation avec l'intention qui connaît le principe premier. Parce que chaque chose a un caractère qui lui est propre. Oui. C'est ce qui fait ce qu'on appelle sa nature première. Parce que chaque chose répond à son ordre naturel. Et donc, quand tu connais son ordre naturel et que tu l'appelles en intention de son ordre naturel, tu nommes la chose en disant, je sais que c'est comme ça que tu es et je t'appelle, tu vas agir comme ça. Tu ne fais rien d'autre que d'utiliser la nature à faire par ta prononciation ce que la nature sait faire déjà. Tu ne fais que accompagner le processus de la nature. Et donc, tu ne poses pas un acte contre nature, tu poses un acte naturel. Et c'est ainsi que ça marche. Donc, le métunéter même était en fait un ordre naturel, une façon de communier et de communiquer avec les choses. Et à travers la langue, on parle la nature. Tout à fait. Et ça, c'est fondamental. Mais aujourd'hui, avec les langues que nous avons, c'est vrai, on ne parle pas la nature. Et ça ne répond pas à notre paradigme mental, à notre paradigme intérieur. Et on se dissocie encore les uns les autres sans se rendre compte que les racines même des langues que nous utilisons aujourd'hui proviennent des métunétaires. Et si on peut remonter aux racines de ces mots, même si on les utilise, on peut rester connecté à la symbolique des mots que nous utilisons. Parce que la dimension symbolique est ce qui nous connecte vraiment tous. Vous voyez, quand on utilise les mots, vous cherchez la signification des mots. Quand vous prenez par exemple le mot sacré, le thème sacré ou sacralisé, vous recherchez l'origine, c'est toujours dans l'Égypte antique que vous allez trouver. Vous ne trouverez jamais ailleurs d'autre que ça. Et donc, si on remonte les langues et qu'on retourne à leur origine première, on retrouvera toujours la symbolique qui est cachée derrière et que nos ancêtres utilisaient. Et ça, c'est important. J'ai fait une démonstration un jour, je disais, quand vous prenez le mot respect, il est en relation avec Horus. Parce que, en réalité, le respect, c'est un mot en français qui ne signifie rien pour nous. Mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on respecte les choses de la nature? Par exemple, quelque chose qui a existé avant moi, je me dois de la respecter. C'est-à-dire de lui donner une considération. Un arbre qui a existé avant moi, je le considère tout simplement parce que tout ce qui t'a précédé, tu dois l'honorer. Parce que la chose, dans nos traditions, a vu le soleil avant toi. Et donc, tout ce qui a vu le soleil avant toi, tu dois forcément le respecter. Tu respectes un aîné. Tant qu'il respecte les principes de la nature, tu l'honores également. Parce que la loi naturelle te protège tant que tu remplis ta part en respectant ton aîné. C'est comme ce que me disait mon père. C'est comme ce que me disait ma mère. Même si un parent ne t'a pas fait tout ce qu'il faut, toi, pour respecter la loi naturelle, tu dois faire ta part. Pour que la loi naturelle reconnaisse que toi, tu as fait ta part. Et ça, c'est le respect. Or, le respect, c'est la considération du sacré. C'est-à-dire le fait que chaque chose possède un ordre naturel que je me dois d'honorer. Et quand j'honore ça, je suis dans le respect, je suis dans la considération, je suis dans le sacré. Et donc, je le fais avec un micro, je le fais avec une chemise, je le fais avec de l'eau, je le fais avec, quand je balaye chez nous, on ne balaye pas la nuit. Parce que ce n'est pas bon de balayer la nuit. Et ça a une signification métaphysique. Et quand vous voulez balayer la nuit, vous devez dire ago, 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 3 fois. Parce que vous devez dire, ago veut dire, excusez-moi, je vous demande pardon. Je sais que ce n'est pas mon moment de balayer. Car il y a un moment où je dois balayer, et il y a un moment où je ne dois pas balayer. Je sais que ce n'est pas mon moment de balayer, mais il y a une urgence. Pardonnez-moi, permettez-moi de balayer. Et donc, si tu ne fais pas ça, eh bien, les forces de la nuit vont te frapper. Aujourd'hui, les gens ne respectent plus rien
Vous allez voir des personnes la nuit, ils balaient n'importe comment, ils font ce qu'ils veulent. Et après, ils se plaignent que des désordres se produisent dans leur vie. Et nous avons la responsabilité de restaurer cette connaissance ancestrale qui, en fait, est une connaissance propre à la nature, à son fonctionnement et à l'ordre premier des choses. À partir de ce moment, nous instaurons nous-mêmes la paix. Le monde n'est pas en paix parce qu'on n'a pas réinitialisé ces principes qui sont fondateurs au fonctionnement des autres principes dans la vie. Ça, c'est très important. En fait, je voudrais juste compléter. Non, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et en plus, ce que je voudrais dire, le fait de nommer quelque chose. Je ne regardais plus ça. Le fait de nommer quelque chose, c'est s'approprier la chose. Exactement. Ça aussi, c'est important, que ce soit vous qui nommiez vos réalités et pas l'autre. Par exemple, les noms de nos pays doivent être donnés par nous. On ne doit pas conserver les noms étrangers. Même pour nous, hein, se dire par exemple africain, il faut chercher l'origine du mot. Le mot désigne à l'origine les Berbères. Donc, vous allez dans le Maghreb, partout, vous voyez Ifriqiya, Ifren, ça désigne les grottes. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec nous. Quand on prend aux Antilles le mot créole aussi, le blanc des colonies, ça n'a rien à voir avec nous. Donc, c'est important de se donner son vrai nom, comme nos ancêtres, quoi. Des hommes, des Noirs, Kémites, etc. C'est très important. Et ce qui est important, c'est de savoir aussi ce qu'il y a, l'étymologie des mots. Par exemple, on va dire le mot nature néther vient de nature. Mais après, d'où vient le mot néther? Là, il faut y aller. On va prendre, par exemple, ça a plusieurs significations, puisque on va prendre le né qui signifie être, et le ter qui va signifier le fait de solliciter. Donc, néther, c'est celui qu'on va solliciter. D'accord? Celui à qui on va demander. Mais néther aussi, en Maasai, ça signifie ce qui est à l'origine de. Donc, ça désigne un principe. Ce qui est à l'origine, par exemple, du feu, ce qui est à l'origine de l'eau, ce qui est à l'origine de l'air, ce qui est à l'origine de la terre. Donc, c'est un principe. Le néther, c'est pas un individu, c'est pas une idole, c'est un principe. Donc, Osiris, c'est pas une personne, c'est un principe. Donc, une fois que vous comprenez ça, vous commencez à comprendre de quoi on parle. D'accord? Mais le mot néther aussi, vous allez en Sérère, qui est une langue du Sénégal, eux, ils vont dire Noutar. Noutar signifie qui ne ferme jamais les yeux, donc qui est immortel. Donc déjà, avec ces mots-là, vous voyez ce que signifie le mot néther pour un Noir, pour un Égyptien. Donc vous comprenez pourquoi c'est en relation aussi avec la nature. Donc c'est très important de faire des recherches sur nos propres langues pour comprendre nos réalités et savoir que quand nos ancêtres prononçaient tel mot, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit que ça signifie. Il faut faire vos propres recherches. Il faut questionner les ancêtres, ceux qui sont dans les villages, parce qu'eux, ils ont la tradition. Ils n'ont pas été occidentalisés, ils n'ont pas été formatés comme nous. Donc, c'est très important. Ce qui est important que Pierre Nénon vient de dire, je vais juste rebondir là-dessus, c'est le fait de nommer les choses par nous-mêmes. Ouais. Ce pouvoir, ce pouvoir isiaque, c'est un pouvoir isiaque. Nommer les choses. Parce que quand vous nommez une chose, vous prenez possession de son mana, de son cas. Et vous pouvez construire la chose ou reconstruire la chose dans votre réalité. C'est comme ça. Et c'est très dangereux qu'aujourd'hui, que ce soit au Togo, partout, on nomme des noms des rues, on leur donne des noms de présidents français ou d'autres personnes. Enfin, je ne veux pas dire ce que c'est, mais toujours est-il que, à partir du moment où ce que vous nommez, ce n'est pas vous qui l'avez nommé dans votre réalité, vous n'avez pas de pouvoir sur la chose. Vous n'avez pas d'autorité sur la chose. Vous n'exercez rien sur la chose. L'esprit, parce que tout possède un esprit, hein, l'esprit est partout. L'esprit de la chose ne vous reconnaît pas, parce que ce n'est pas vous qui l'avez nommé. C'est pourquoi pour nommer les choses, on faisait des cérémonies. On ne se réveillait pas un matin pour dire, bon, toi, je vais te nommer tant. C'est faux. Pour nommer une chose, on faisait des cérémonies. Je vais utiliser un mot français un peu. Il faut créer l'égrégore par lequel
on veut faire agir la chose. Ouais. Ce que je dis est important. Ça, ce sont des choses ritueliques qu'on enseigne ça. Il faut construire l'égrégore par lequel on veut nommer la chose. Donc, les noms que nous donnons aux choses dans nos réalités africaines viennent des couvents. C'est les couvents qui ont l'autorité de nommer les choses. Est-ce que vous voyez? Et on t'apprend après pour dire ça là, c'est comme ça on l'appelle. Ça, c'est comme ça on l'appelle. Et tout nom qui est donné est toujours en relation avec la nature. Ce n'est pas un concept vaseux. Ce n'est pas inventé. On dit, bon, oui, c'est un nom. Maintenant, pour avoir sa signification, il faut aller regarder le dictionnaire. C'est incongru. Ça dit que, oui, ça dit que je veux nommer un truc de la nature, mais pour comprendre la chose, je dois regarder dans le dictionnaire. Et le dictionnaire ne me dit rien de concret, de naturel sur la chose. Et maintenant, je prétends que je connais la chose. Comment est-ce que je connais la chose alors que je suis dans une des réalités, alors que je ne suis pas connecté à la nature première de la chose, à son outil premier? Et là, il y a un problème. Et c'est ce qui crée la dissonance énergétique parce que nous nommons des choses qui n'ont aucune sympathie avec nous. Ouais. Et donc, nous appelons quoi alors finalement? Donc, je pense que c'est important que les parents, que dans la communauté, que nous nous enseignons et que nous nous posions des questions en nous disant, mais est-ce que les choses que nous nommons aujourd'hui, est-ce que ces choses nous appartiennent? Et comment nous décidons vraiment de les nommer selon la culture de nos ancêtres? Et ça, c'est vraiment fondamental. Ah oui. Oui, parce que si je ne possède pas l'énergie des choses que je nomme, est-ce que je suis en sympathie avec ces choses? Je ne suis pas en sympathie avec ces choses. Pourquoi est-ce qu'on faisait des rituels pour Égou? Pourquoi on faisait des rituels pour Sapata? Pourquoi on faisait des rituels pour ci ou ça? Parce que ces rituels-là permettaient justement de nourrir ces forces et de les amener toujours à répondre par les noms par lesquels on est en train de justement les nommer. Donc, je pense que quelque part, nous avons fauté parce que on n'a pas compris que les médules étaient en soi, disons, des mots magiques qui nous connectaient à la nature et qu'on ne devrait pas s'en éloigner. Et quelles que soient les langues que nous parlons, on devrait toujours rechercher, est-ce que les mots qui sont utilisés, est-ce que c'est des concepts documentés ou est-ce que c'est des mots qui ont une incidence directe sur les principes premiers de la nature? Et ça, c'est l'élément le plus important. Ben oui. Et pour aller dans le sens, bon, qu'on connaît aussi la signification des noms. Par exemple, on va prendre le mythe d'Isis et Osiris. Oui. Donc, quand on va dans l'Égyptien, si on sait que Isis se prononce Assi, Assi, dans des langues, par exemple au Bénin, en Évé, dans des langues comme ça signifie la femelle, l'épouse. Oui. D'accord? Mais en même temps, Assi, dans certaines langues en République centrafricaine, ça signifie la terre. Et donc, Isis représente la terre noire. Donc, c'est pour ça qu'on va symboliser par une femme noire. On va dire c'est la femme noire, mais en fin de compte, Isis, c'est la terre fertile. Exactement. Osiris va représenter le Nil. D'accord? Donc, quand on le sait, Ouassar signifie disperser. Exactement. Mais quand vous prenez le Nil, ça quitte la région des Grands Lacs et tout, ça traverse l'Égypte, ça quitte aussi le lac Tana, à Khartoum, ça va former le Nil que les Égyptiens connaissent. Et arrivé dans le delta, qu'est-ce que le Nil va faire? Le Nil va se disperser, d'où le nom delta. En formant un D, on avait calculé, il y avait à l'origine 14 branches. Et donc, vous comprenez la légende d'Osiris découpée en 14 morceaux. Et 7, dans cette légende, va représenter la mer Méditerranée. Les Grecs vont l'appeler, les Romains, Typhon. Ben, le Nil va mourir sous les mains en se jetant dans la Méditerranée. Donc, c'est 7 qui va tuer en 14 morceaux. Donc ça, on commence à comprendre. Et on comprend aussi que le Nil, en traversant l'Égypte, qui est la femme noire, le Nil va féconder la terre d'Égypte et qui va donner la nature qui va représenter Horus. Donc, l'Égyptien, lui, quand il faisait la passion d'Osiris, étant un agriculteur de base, c'était pas un berger, il s'appelait pas David ni Abraham, d'accord? Donc, c'était un agriculteur. Donc, lui, quand il faisait les cérémonies,
On jouait la passion d'Osiris, mais lui, il voyait autre chose. Il voyait les gestes qu'il faisait, le fait de planter, de labourer et tout ça. Il comprenait qu'Osiris mourait et ressuscitait. Et après, c'est une graine et tout ça. Ça ramène à beaucoup de choses. Donc, une fois qu'on est ancré dans sa tradition, ben, la légende d'Osiris, pour nous, ça devient limpide. Et après, ben, là, c'est au niveau terrestre. Mais après, il y a le mythe d'Osiris au niveau céleste. Quand les Égyptiens disent ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ben, il faut comprendre tout ça. Ah oui. Quand on va vous parler de Ra qui passe dans la droite, le monde souterrain. Bon, ils vont prononcer droite parce que les Européens, ils l'ont mal lu. D'accord? Il y a un D, il y a un W, il y a le T du féminin. Mais le mot se prononce do, qui signifie le trou, quoi. Le puits, tout simplement. Et quand on veut faire aussi l'initiation chez certains peuples, ben, il faut mourir. Il faut descendre dans le puits. Obligé. C'est le rite initiatique. Dans la grotte. Ben oui, dans la grotte. Ben oui. Voilà. Et c'est là quand vous sortez, vous ressuscitez, vous êtes quelqu'un d'autre. Vous avez fait l'expérience de la mort. Exactement. Quand on vous dit que Jésus il est resté 3 jours sous terre ou des choses comme ça, c'est simplement un rite initiatique. C'est ça qu'il faut comprendre. Même le Dieu refait son initiation tous les jours. Ben oui. Ben oui. C'est tous les jours que Ra nous montre qu'il faut mourir pour renaître. Exactement. Ben oui. Et passe tout le temps ces étapes avant de revenir. Et c'est la même chose. C'est ça l'initiation qu'on nous présente. Aujourd'hui, quand vous lisez la Bible des chrétiens, la Bible n'a rien inventé du tout. La Bible n'a fait que copier et puis coller après avoir déformé les choses pour présenter ça dans sa compréhension des choses. Puisqu'une chose est sûre, ils n'ont pas eu accès à la compréhension véritable des fondements même de l'Égypte antique, mais ils ont juste copié et ils ont collé. Ben oui. Que ce soit les mythes de création du monde, le mythe de la création d'Adam et de Ève, ils ont juste déformé, ils ont juste déplacé. Alors qu'en réalité, c'est des anciennes mythologies de l'Égypte antique qu'ils ont juste formatées. Quand on vous parle de Moïse, Moïse n'a jamais existé. Excusez-moi le terme, Moïse n'a jamais existé. Moïse est un symbole d'une initiation provenant de l'Égypte antique qui est en relation avec la déesse Isis. Puisqu'il s'agit simplement de révéler quelque chose de la tradition isiaque, c'est tout. Et quand vous allez parler de Jésus, vous allez voir que eux, ils l'ont représenté en dimension solaire, qui en fait est en relation avec Horus ou Osiris-Horus. Et donc, c'est pourquoi ça va devenir Jésus-Christ. Sinon, ce n'est que le mythe d'Osiris et d'Horus mis ensemble. Donc, ça veut dire qu'ils ont essayé de copier les traditions en prenant tout ce qui est isiaque et tout ce qui est osirien pour pouvoir se donner une certaine identité. Mais quel que soit ce que vous allez dire, il y a toujours quelque chose qui va leur manquer. Le pourquoi de tout ça. C'est-à-dire que pourquoi? Eux, ils ont ça. On croit en Jésus, on croit en Dieu, mais pourquoi tout ça? Et ça, c'est ce que nos ancêtres avaient. Ils avaient le pourquoi de tout ça. Et donc, c'est ça qui est important aujourd'hui, parce que quand tu n'as pas le pourquoi, tu n'as pas le pouvoir. Oui, tout à fait. Mais tu n'as pas le pouvoir. Et donc, la religion enlève le pouvoir à nos sœurs, à nos frères, parce que la religion leur enlève ce qui donne le pouvoir, l'identité fondamentale de l'individu. Oui, exactement, le sens fondamental, l'identité fonctionnelle de l'individu. On t'enlève ton identité, on t'enlève ta force, on t'enlève ton pouvoir, tu deviens un zombie. Et puis c'est tout. Et aujourd'hui, ils sont tous des zombies. Ils font ce qu'on leur dit de faire. On peut leur dire qu'à la mort, ils iront au paradis. Ils n'ont jamais vu le paradis, ils ne comprennent pas ce que c'est. Ils y croiront quand même. Et pourtant, le concept du paradis, c'est nous qui l'avons retrouvé. Mais nous, on ne parle pas d'un paradis illusoire. Le paradis est une construction réelle de nos ancêtres. Je dis bien une construction réelle de nos ancêtres. Par exemple, M. Jules Ngane est ici, il a quitté peut-être le Cameroun pour venir ici. Alors, si Jules Ngane est au Cameroun et qu'il vient ici, il repart au Cameroun, il peut dire à ses frères, je connais la France, je peux venir te chercher et t'amener en France. Et donc, j'ai une résidence au Cameroun, j'ai une résidence en France. Ça, ce sont des choses réelles. Et c'est ce que nos ancêtres ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont su traverser le portail de la mort de façon réelle pour passer de l'autre côté. Et donc,
quand quelqu'un passait de ce côté terrestre vers le monde spirituel, il rencontrait effectivement ses ancêtres. Parce que ce couloir était disponible. Il savait de quoi il parlait. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vous dit, il y a un paradis quelque part. Il n'a jamais été. Il n'a pas des ancêtres reliés à ce paradis. Il vous dit que c'est un Jésus qui est là et que si vous mourrez, il va vous recevoir. Vous n'en savez absolument rien du tout. Mais vous y croyez quand même et vous dites, à la mort, moi j'irai au paradis, toi tu iras en enfer. Oui. Et ça devient une croyance qu'on s'accroche à ça. Et pourtant, la meilleure croyance aurait été, mes ancêtres sont déjà partis de l'autre côté. Au moins, c'est une certitude. Et donc, quand ils sont de l'autre côté, ben, si je pars, j'irai retrouver mes ancêtres. Et ça, c'est une évidence. Puisque j'ai, de par mon sang, une relation avec mes ancêtres. Et le sang n'est pas seulement un liquide. C'est une dimension spirituelle, osirienne des choses. Et donc, je peux aller rencontrer mes ancêtres. Mais là, maintenant, je ne rencontre plus mes ancêtres. Je rencontre Jésus, la Vierge Marie et tout ça. Et puis les anges, et puis Paul et Pierre, et tout le Bataclan, qui n'ont aucune relation, disons, ancestrale avec moi. Où est-ce qu'on va avec de telles conceptions? Et c'est ça qui est incroyable. Donc, je peux être au Cameroun et dire que j'ai une maison en France, alors que je n'ai jamais mis pied en France. Ben, je fais quoi? C'est la vente. Non, c'est de l'utopie. C'est une vente de... C'est de l'utopie. Oui, et c'est ce qu'on dit aux gens. Oui, il y a un frère qui est ici. Non, on est en famille, hein. Il ne faut pas vous embêter. Moi, ce que je voulais dire pour aller dans le sens, oui, il peut venir en 5 minutes. Oui, viens. Mais viens. Pierre, il va me dire quelque chose. Oui. Non, on est bien, on est en famille. Voilà. Tout ce qui est improvisé est bon. Je termine et puis je laisse la parole au frère. Ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, là, je vous ai expliqué le mythe d'Osiris et Isis, que ce n'étaient pas des personnages réels, mais c'est un enseignement qu'on donnait derrière ça. Mais pour l'Europe, c'est pareil. Vous savez, il y a le mythe de la légende de Cadmos qui arrive en Grèce et qui enseigne l'écriture aux Grecs. Après, on va présenter sa généalogie, on va parler d'Europe, qui est la sœur de Cadmos. Dans cette légende, je l'ai fait remarquer à quelqu'un, on dit que Europe est noire, mais on ne dit pas que Cadmos est noir. Pourtant, ils sont censés être frères et sœurs, tout comme Osiris qui est le grand noir, alors que son frère, il est plutôt albinos. Il est, voilà. Et bien, dans cette légende, ce n'est pas des personnages réels. Parce qu'il se trouve, il y a des gens qui pensent que voilà, c'est des personnages réels. Il faut chercher à comprendre. Il faut savoir déjà que cette légende vient des langues sémitiques. Et quand vous prenez Cadmos, le S final, c'est la grécisation de latinisation de ce mot. Donc, on va rajouter un os chez les Grecs. Donc, il va rester le C, le D et le M. Mais le C n'existant pas à l'époque, hein. C'est un K. Vous voyez, comme dans Congo, on va mettre un C, mais c'est un K. Donc, ça fait le K, le D et le M. Ben, ça vient des langues sémitiques, ils vont dire Koudem, qui signifie le levant, ce qui est devant. Donc, l'Orient. Europe, ça vient de le HRB, Horeb, comme Maghreb. Vous voyez, ça signifie le couchant, tout simplement. Le H, au début, le H va tomber parce que c'est un H muet. Vous voyez, comme dans Hathor, des fois, on va faire tomber le H à plusieurs reprises. Et donc, Europe signifie tout simplement le couchant. Donc, on va parler des Sémites du Levant et du couchant. Et c'est ceux du Levant, c'est-à-dire la Phénicie par rapport à la Grèce, qui vont enseigner l'écriture. Donc, ce n'est pas un personnage, c'est une civilisation qui va enseigner à la Grèce. Donc, c'est Cadmos. D'accord? Et donc, comme lui, c'est le levant, c'est là où le soleil se lève. Donc, il ne sera pas noir. Donc, on ne va pas dire... Et le couchant, c'est là où le soleil se couche. À ce moment-là, Europe, Horeb, sera noir. D'accord. Voilà. Et c'est l'Europe tient son nom du mot qui signifie le couchant. C'est pour ça que l'Europe s'appelle l'Europe. Tout simplement le couchant. C'est pas parce que c'est une femme noire qui a donné son nom. Il y avait
Au demeurant, il pouvait y avoir une femme noire, hein, d'accord, parce qu'il y a des noirs de partout, mais en fin de compte, c'est une légende. Donc, quand les anciens enseignent la légende d'Europe et Cadmos, c'est une façon de transmettre à leurs enfants que les gens qui viennent de l'Orient nous ont apporté l'écriture. Et c'est pour ça que nous, on s'appelle les Européens. Voilà, tout simplement. Donc, ils deviennent en quelque sorte la sœur, quoi. Pierre, il en met le feu, là. Voilà. Oui, Donc, prends la parole. Prends la parole, je vais dire quelque chose après. Oui, là, en fait, on t'entend bien, on t'entend bien. Tu as les deux. Avec ce que vous évoquez là, c'était hier ou avant-hier, j'ai discuté avec Jules. J'ai dit les conflits qu'on rencontre dans nos cultures. On est tout le temps dans les conflits parce qu'on a perdu le sens, ce qu'on vient de dire là, le sens du fondamental. Le sens et la signification des choses. Voilà. Le sens premier des choses. Voilà. On a perdu ça. Oui. Et ça, quand on regarde les plus grands moments de la vie, c'est quand on te donne un nom. Tu grandis, on t'initie, on te forme à la vie. Après, il y a, bon, je vais sauter un peu tout ce qui est au niveau intermédiaire, il y a la mort. Il y a la mort, bien sûr. Un moment encore très important. Très, très important. Et donc, avec notre acculturation actuelle, il se passe un truc, il y a quelque chose qui me frappe particulièrement. Il y a un mort qui est couché. On fait une cérémonie traditionnelle. On appelle les ancêtres. Ensuite, en même temps, on appelle un prêtre. On appelle un prêtre pour qu'il vienne faire la cérémonie chrétienne. C'est ça. Voilà. Donc, je trouve ça complètement conflictuel. Et bon, et c'est ce que je disais à Jules, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? Est-ce que nous savons, est-ce que nous sommes capables d'imaginer les forces que nous sommes en train de mettre en mouvement quand on crée cette contradiction? Tout à fait, voilà. C'est une énorme contradiction. Le prêtre, il vient, il dit, Jésus vient le chercher. Voilà. Et il t'appelle par le nom qu'on t'a donné au baptême. Au baptême. Il tombe encore sur la codification. Et qui n'est pas ton vrai nom. Parce que moi, je considère pas ça comme approprié, s'approprier. Voilà. Donc, c'est comme si, j'ai appelé l'autre jour, c'est ton nom d'esclave, en fait. C'est ton nom d'esclave. On dit, viens le chercher. En même temps, on appelle les ancêtres, on dit, le voilà qui arrive, venez le chercher. Et dans la cérémonie, excuse-moi de couper, traditionnelle, on t'appelle pas ton nom de famille. Mais eux, ils t'appellent pas ton nom de baptême. Voilà. Finalement, tu vas où? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Soit c'est lui, soit c'est lui. Voilà. Donc, ils vont te donner la même réponse. Donc, vraiment. Donc, je sens que vous avez remis tout ça en mouvement. C'est pour ça que je me suis approché pour me dire vraiment. Non, mais vous allez nous éclairer sur ces points-là, quoi. Le frère. Il a répondu à ça, mais le cousin peut répondre à ça. Et c'est vrai que la linguistique, c'est quelque chose de fondamental. Oui, c'est primordial. C'est magique parce qu'on décode, on arrive à comprendre des choses. Quand on s'interroge sur les mots. Ils ont dit quelque chose tous les deux. Un enfant, c'est comme ça, il parle d'abord, et après il se met en marche. Il commence à dire au papa, maman, il a 10 mois, il se met debout, et il prend son envol. La nature part. Je vais revenir dessus. Pardon, coach. Pardon, cousin. Le gars là, il t'a posé une question. Il te regarde là-dessus, là. Regarde, non, il n'y a pas de problème. Non, parle. Alors, il y a deux choses sur lesquelles je vais revenir.
C'est très intéressant ce que vous êtes en train de... Est-ce qu'on m'entend? Parce qu'avec ma voix pourrie là... Attends, je vais faire comme ça là. Avec ma voix pourrie là, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on t'entend. Oui, on Ok, t'entend, ok, je crois. ok. Ok, d'accord. Alors, ils ont tous les deux dit la nature nous parle. Le cousin il dit, mais pourquoi un ganga là, depuis là, il est comme ça, il écoute, il ne parle pas. J'ai fait mon rôle, non? Mon rôle, c'est d'écouter. La nature nous parle. La nature nous parle, c'est pas que les plantes. Ouais. C'est ça, la nature. Ouais. C'est une symbolique qui est là. C'est Oui, la bien nature sûr, bien sûr. qui parle. Et on apprend plus en écoutant qu'en parlant. Donc il faut écouter la nature. Je fais mon travail, j'écoute. Ouais. Je voulais donner quelque chose qui est venu comme ça en fait. Quand vous étiez en train d'échanger tous les deux sur la codification, sur le fait que les choses nous parlent, on ne les écoute pas. Ouais. Je voulais donner un exemple pour appuyer le domaine scientifique. Mais rassurez-vous, je ne veux pas vous donner de quoi aller charmer les gens. Parce que je vous vois déjà arriver. Oui, mais le reste de ce que tu disais là, c'est quoi en fait? Vous ne le pas. J'ai vécu des choses dans mon enfance quand on est au village. Je me dis, non, c'est une blague. Quelqu'un te dit, je peux attirer des femmes. Je peux attirer des hommes. Quand tu as 12, 13, 14 ans, ça t'intéresse. J'avais la chance et la malchance que j'étais moine, très attiré par les histoires de religiosité. Donc, dans mon subconscient, je culpabilisais d'avoir envie. C'est-à-dire qu'on en arrive dans ce conditionnement que quand tu vois une jolie femme passer, tu regardes, elle est belle. Oh non, 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 je ne peux pas penser comme ça. Ça y est, c'est péché. J'en arrivais à ça. Mais j'avais des amis, des jeunes hommes dont les parents étaient en contact avec la nature, qui faisaient ce qu'on appelle le toabasi. Et je ne croyais pas. On a donc vu des gens à qui ils faisaient ça, qui sont revenus. Ils faisaient ça gratuitement. C'était une plante qu'on mélangeait avec une partie de toi-même. Ou une partie de la personne en question. Attention, quand on vous parle des slip, des machins, des femmes, faites attention, ce n'est pas une blague en fait. Deux fois, vous laissez comme ça, vous dites oui, n'importe quoi. Mais je ne vous donnerai pas tout en fait. Donc, il a donné ça gratuitement à ces gens et eux, ils sont revenus pour payer et aller vendre en fait. Sauf que la plante qu'il utilisait avait disparu du d'un coup. Comme si la plante savait que, en fait, non, il faut que je me casse de là. Une plante qui avait l'habitude de pousser de manière sauvage. Et il nous dit, ce n'est pas un problème, on a d'autres méthodes, mais ça, nous, on ne fait pas ça. Mais nos parents, ils savent. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Au niveau de la communion, je vous parle bien de la communion. C'est ça qui se passe, en fait. Au village, on te dit, si tu sens l'odeur de ton mari et que l'odeur te plaît, vous êtes en communion. C'est-à-dire que tu ne vas pas spécialement sentir cette odeur comme ça. C'est une odeur chimique qui agit à partir du physique. Si l'odeur te repousse, sache qu'il y a un problème. Et c'est ce qu'ils disent toujours les grands-parents. Si tu veux savoir si ça va mettre long et que c'est toujours bien avec ta... Quels que soient les problèmes, si son odeur ne te repousse pas, sache que vos difficultés, c'est rien. C'est une parenthèse. Donc, qu'est-ce qui jouait là-dessus? C'était le mécanisme chimique que on codifiait avec la partie physiologique dont je ne vais pas donner le nom parce que, comme je vous ai dit, je ne vais pas tout donner, avec une partie physiologique de la personne qui était indexée. Et cette chose-là, on l'a fait et on la nomme et on vocalise, c'est-à-dire qu'avec le verbe, on parle et en fait, c'est une codification, une forme de rituel. Ces choses-là sont négligées par les gens. Et pourtant, quand ça se fait, ça t'arrive une fois, 10 fois, 20 fois, tu dis non, ce n'est pas possible. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on joue avec la nature. Mais ces éléments de la nature-là,
On ne les a pas fabriqués. Ce sont des codes qui existent déjà, dont nous n'avons pas conscience, mais qui sont comme ça. Et cette chose-là, c'est parce que l'être a toujours cette tendance d'avoir une habitude de possession. Mais cette chose-là, qu'on appelle la communion, en fait, c'est une manière de nous harmoniser et de faire un avec la nature. C'est cette chose-là qui est censée, en réalité, nous mettre dans un état qu'on appelle amour, mais que les gens ont détourné les propos. On dit aimer l'autre comme toi-même. Il y en a, on sait, qui ont cette tendance à se faire du mal. Mais c'est dans l'inconscience. C'est-à-dire qu'on pose des actes sans se rendre compte que ces actes-là jouent contre nous. L'exemple que je vais te donner sur la manière de faire ce qu'on appelle l'autopratie, beaucoup comprendront, et je crois que vous avez compris, c'est un truc banal. Mais c'est un truc banal, on peut l'utiliser, et on l'utilise dans les cérémonies traditionnelles, dans un sens positif. Ce que le cousin a fait l'autre jour, de vous reconnecter avec vos ancêtres. Est-ce que vous savez que c'est les mêmes bases, en fait, qui sont utilisées? Je parle à ceux qui ont vu le cousin dernièrement. Quand on fait la cérémonie du sang, qu'au village, les petits-enfants, on les fait des scarifications. Eux, ils ne savent pas pourquoi on leur fait ça, mais ça marche. Le petit gamin n'a pas la notion de philosopher sur pourquoi c'est cela. Ça marche. C'est de ça dont je suis en train de vous parler, en fait. Et je prenais l'exemple du charme pour attirer votre attention parce que la chose qui est extérieure à soi, comme on est habitué à fonctionner comme ça, la chose qui est extérieure à soi qu'on n'a pas, on a toujours tendance à s'intéresser, à dire « Ah, il n'y a pas de question qui peut nous intéresser. On va aller regarder de quoi est-ce qu'il est question. » Après, on vous ramène sur les choses véritables. Cette pratique-là permet à chacun de nous de se reconnecter en vrai avec sa source, qui il est. Et c'est la nature, en fait. Tout simplement. Le vivant. On parle, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. Tout là. Mais c'est tellement compliqué dans la psyché des gens que il faut toujours passer par beaucoup d'explications. Il y a quelqu'un qui demandait la cousine. Une seconde, je vais juste se poser la question. Mais ça c'est pour toi. Moi, je ne me reconnais pas à l'Égypte. Pas du tout. Peut-être que j'ai tort, mais l'instinct me ment pas. Et elle avait dit quelque chose ici. Tu voulais que je le mette l'autre? Non, je disais, bon, s'il ne se reconnaît pas en l'Égypte, c'est peut-être parce qu'il n'a pas une bonne image de l'Égypte. S'il a l'image de l'Europe, Hollywood, c'est sûr. Mais s'il étudie vraiment l'égyptologie. Ce que j'ai vu en Égypte antique me laisse sans voix et pas dans le bon sens. Bref, j'espère me tromper. Je vous laisse avec Bon, je pense que ce que la personne pose comme question, pour être honnête et sans manquer de respect à la personne qui a posé la question, je vous respecte, franchement. Je ne veux pas répondre à ça parce que pour moi, franchement, ce n'est pas d'intérêt. Je suis désolé, hein, c'est mon point de vue. Je ne veux pas répondre à ça. Ce qui, par contre, m'interpelle, c'est ce qu'a dit le cousin. Permettez que je vous appelle cousin aussi. C'est ce qu'a dit le cousin tout à l'heure. Lorsqu'il a parlé de quelque chose de fondamental. Et je voudrais appeler tous les Africains, ainsi on s'appelle, pas de problème, tous les afro-descendants. Ce qu'il a dit, enfin ce qu'il a donné comme exemple, c'est grave. Quand je dis que c'est grave, c'est très grave. C'est très, très, très grave. Je vais vous aider à comprendre. Peut-être que vous ne voyez pas la gravité de la chose. Quand les morts ne sont pas en paix, les vivants ne pourront jamais l'être. Il faut comprendre ça. Moi, c'est moi-même qui ai fait la cérémonie d'accompagnement vers l'au-delà à mon père, quand il est mort. La famille a tout dit, j'ai dit niet. Je le fais moi-même. Je suis un prêtre. Je suis un initié. Je le fais moi-même. Et je l'ai fait moi-même.
Avant toute chose, je l'ai fait. Parce que on peut vous promettre que les gens que vous amenez au cimetière, vos parents, franchement, excusez-moi, qu'après leur mort, ils sont bien enterrés, les tombeaux, les pierres tombales sont bien érigées avec croix et tout ça dessus, tant mieux. Mais si je vais vous dire une chose, les âmes de vos parents ne vont pas loin. Je sais de quoi je parle. Souvent, la plupart restent encore dans l'environnement de notre propre sphère terrestre parce que il n'y a pas eu un rituel qui leur a ouvert. Quand on parle de ouvrir le portail vers la lumière du jour, c'est une initiation aux morts, aux défunts. On doit l'accompagner et lui ouvrir un portail. Le portail doit être ouvert et il doit monter, il doit aller à travers ce portail. Le symbole de la pyramide. Ce que je vous dis est fondamental. S'il ne passe pas de l'autre côté, ce n'est pas bien. Aussi bien pour l'environnement terrestre que pour la lignée de cette famille. C'est ce qui fait que dans les traditions africaines, du moins en ce qui concerne les traditions font, on parle souvent des enfants à bikou, c'est-à-dire des enfants ou des gens qui sont morts, qui ne sont pas allés vers les ancêtres et qui sont en même temps revenus. Souvent, ils reviennent avec les mêmes vices, les déséquilibres, les désordres. Ils ne ramènent rien de l'au-delà en revenant. Si aujourd'hui, il y a une cérémonie où on appelle l'individu en disant « Kokou » et on l'appelle par son nom, et de l'autre côté, on dit « Sébastien », l'âme de cette personne, quelles que soient les paroles mielleuses qu'on vous a servies, l'âme du défunt n'est pas allée plus loin que le premier pas de sa maison. Et quand un mort n'est pas en paix, il revient toujours. Or, chez nous, dans nos traditions, quand un mort s'en va, on consulte. On veut voir s'il est parti. S'il est parti, que disent les ancêtres? Est-ce qu'il est bien arrivé? C'est pourquoi je disais tantôt que nos ancêtres, pour copier Pierre Nilon, ne faisaient pas de la philosophie. On ne philosophe pas sur la nature. Les principes de la nature sont des faits. Ils ont su créer une dimension physique qui est en relation avec une dimension spirituelle et ils faisaient passer les gens qui rencontraient les ancêtres. Ce n'est pas une histoire de Pierre et Paul dans un univers vaseux, imaginaire, enfantin, où on dit quand vous allez rencontrer Jésus là-bas. Personne ne peut dire par quelle magie ils ont ouvert un portail sur un Jésus imaginaire. On peut faire une émission, je vous dis, sans révéler les arcanes, comment nos ancêtres ont ouvert le portail. Ce n'est pour rien que Osiris est roi des morts. Mais il faut réfléchir un peu. Il faut comprendre les choses. Donc, il y a un mystère qui est en fait initiatique. Même le mort qui s'en va doit subir une initiation. Il doit être interrogé, il doit être interpellé, il doit se justifier, il doit se purifier, il doit énoncer finalement son innocence. Et ça, ce ne sont pas des paroles, c'est des étapes. Sinon, il peut être noyé lui-même dans le grand vide. Et en ce moment, il va noircir encore le monde physique. Des fois, vous allez consulter, on vous dit, votre papa est derrière vous. Mais pourquoi? Il n'est pas bien parti. Il a fait la lignée de sang, la lignée familiale. Parce qu'il est toxique. Vous savez, quand quelqu'un quitte ce champ, il faut qu'il le quitte bien. S'il ne le quitte pas bien, c'est comme s'il est à moitié parti, à moitié restant. Il déséquilibre le nouvel ordre qui s'installe. On peut même dire que son esprit est en souffrance. Quoi. Son esprit est en souffrance et met en souffrance la famille à travers le sang. Et ça va générer forcément des maladies parce que toute énergie doit forcément générer des états physiques. Parce que toute énergie doit se manifester immanquablement. C'est la loi de la nature. Sinon, il n'y aurait pas noté Geb. Toute énergie doit forcément se matérialiser. Autrement, il n'y a pas d'équilibre dans l'univers. Je suis désolé. Donc, je pense que ça doit faire l'objet d'une émission. Ce que le frère a soulevé, non, ce que le frère a soulevé, c'est, non, il faut être sérieux. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes de la communauté qui ne savent rien de tout ça. Et qui, pour se débarrasser
excusez-moi le mot, je suis souvent comme ça, excusez-moi, pour se débarrasser de leurs parents, ils vont juste confier à quelqu'un qui suppose être quelqu'un et il dit, bon, il a déjà fait, eux-mêmes ils pleurent un peu, ils rentrent chez eux, ils mangent et ils disent qu'il est bien parti. On se rassure qu'il est bien parti. Qu'est-ce que tu as fait pour savoir qu'il est bien parti? Parce que quelqu'un en tenue blanche t'a dit, oui, il est bien parti. C'est une croyance, c'est pas évident. Mais quand les gens mouraient et rejoignaient nos ancêtres, on savait qu'ils rejoignaient nos ancêtres parce qu'on leur a ouvert un portail par lequel ils passaient et ils rejoignaient les ancêtres. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Non, nous, on s'accroche maintenant à des croyances qui n'ont pas de consistance. C'est des fables. Ce que je dis. C'est comme quelqu'un qui est, par exemple, au Cameroun, qui te dit qu'il a une villa en France. Alors qu'il n'est jamais venu en France. Je vais rajouter un petit truc là. En fait, ce dont tu parles, je viens d'une famille des Nganga et des Ngui. Donc, je viens d'une famille Ngangui. C'est de ça dont il parlait tout à l'heure. Les Ngui, ce sont les gens qui accompagnent les corps, qui accompagnent l'âme, qui accompagnent l'esprit. Les Ngui. Et cette cérémonie, elle a été tellement combattue, mais elle est toujours l'esprit. Exactement. Elle est combattue précisément par les gens de l'église. C'est ça. Tu sais pourquoi? En fait, le cousin n'a pas tout dit tout à l'heure, mais je vais en rajouter juste un mot. Celui qui fait, parce qu'il n'aime pas agacer les gens, il dit des choses souvent, il se dit, oh, les autres là-bas, ils vont crier, ah, il a dit ça, machin, c'est ça. Moi, je ne fonctionne pas comme ça là. En fait, celui qui fait ta cérémonie, c'est lui qui reste avec l'énergie et le cas. Il a dit même d'ailleurs, mais pas dans le truc. C'est lui qui reste avec. Celui qui nomme, le nom par lequel il appelle. Celui qui laisse que tu as laissé ce temple. Celui qui vient, qui a la légitimité, qui a l'accord de la famille, c'est-à-dire qu'ils ont validé. Celui qui vient là, c'est un prêtre, c'est un pasteur, il est ignorant, mais tu sais ce qu'il est? Il est un portail, il est une passerelle à travers laquelle le système de l'église agit pour récupérer cette énergie-là qu'ils vont mettre à leur côté. C'est-à-dire qu'eux, ils te disent, lui, il attend le dernier jour. Oui, il ne faut pas aller dans ce sens. Parce que c'est ça le commerce des âmes dont je parle souvent. Il ne faut pas aller dans ce sens. Ouais, il disait dans Bon, c'est une parenthèse alors, donc je ne dis plus. Bon, on va faire l'émission dessus. Bon, on est en train d'aller à la fin de l'émission. Oui, je pense qu'on va s'arrêter là d'abord. N'est-ce pas? Oui, on va s'arrêter là. Bon. Je sais que Jules aime faire des émissions tramway. J'espère que ça vous a plu, les amis. Bon, on va laisser peut-être Pierre Milan conclure. Non, je dirais, bon, il y a beaucoup de choses comme les anciens, oui, et on ne peut pas tout dire, mais tout est dit, c'est-à-dire tout est écrit, comme dirait quelqu'un, il est écrit, et j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. Ça, c'est ce que nos ancêtres, ils ont fait. Donc, tout est dans les textes, en parabole, qu'il faut déchiffrer. Et une fois que vous avez le code, tout devient clair. Il n'y a plus de mystère. Parce que mystère, le mot signifie en grec ce qui est caché, ce qui est secret. Mais une fois que vous avez le code, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus de mystère des pyramides, il n'y a plus de mystère d'Osiris. Tout devient clair comme la rivière chez nous. On dit quand tu remontes la rivière vers la source, plus tu te rapproches, plus l'eau devient claire. Voilà. En tout cas, donc, je termine là-dessus. Honneur aux ancêtres, merci. Merci. Ça, c'est un bon format que je trouve. On va s'arrêter avec les manjans tranquillement, parce que les manjans, c'est les retrouvailles, c'est la bienvenue, et puis c'est en mémoire d'un frère dont tu portes bien le flambeau, Manu Dibango, avec ta carte ici. Je tiens à remercier Pierre Nilon, je tiens à remercier Godson. Alors, en fait, je veux vous dire quelque chose que je sais. Ce que tu as dit sur la sœur Jessica. Jessica a eu une transmission qu'elle devait faire. Ce que vous avez fait là tout à l'heure. Alors, les amis, c'est une parenthèse.
ils ne se sont pas organisés pour faire le live ici. Ah non, non, pas du Ça, tout. c'est pour vous dire. Ils n'ont même pas parlé de quoi ils vont parler. En fait. Non, on s'est retrouvés juste Donc, il faut qu'ils comprennent bien ça. En fait. On s'est juste retrouvés ici. Hein. Et ce truc-là, je l'ai senti. Il y a quelqu'un qui a dit les 3 mages. Mais il a oublié qu'il y avait encore des autres mages derrière. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Donc, sachez un truc. Ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu faire, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ici, que ce soit là, dans d'autres formats, on va organiser des échanges comme ça parce que le cousin, Pierre Nilon et d'autres encore ont cette capacité de trouver le vaccin qu'il a tant recherché. C'était quoi déjà ton vaccin? Anti-Jésus. Le vaccin anti-Jésus. On va trouver ça. On va vous donner ça, les gars. On va vous donner ça. Merci, Voilà. Otep. Allez, je vous aime, à bientôt.